Il existe des instants où le corps réagit bien avant que la réflexion se mette en marche. Une phrase lancée trop vite, un regard mal interprété, un geste anodin, et soudain quelque chose s'active à l'intérieur. Le rythme du cœur s'accélère, la respiration se transforme en petites bouffées courtes, les épaules se crispent comme si une menace réelle venait d'apparaître. Ce décalage entre ce que l'on vit intérieurement et ce qui se passe réellement autour de nous est fascinant parce que l'organisme ne fait presque aucune différence entre un danger concret et un simple malentendu. La même mécanique se déclenche comme si la survie dépendait de la réaction immédiate. Même une remarque légère peut être perçue comme une attaque, et le corps, fidèle à son programme ancestral, se prépare à contre-attaquer ou à se défendre. Lorsqu'on observe attentivement cette montée de tension, on se rend compte qu'elle ne vient pas du monde extérieur, mais de ce que l'esprit interprète. C'est pas la phrase de l'autre qui fait mal, mais ce que l'on croit qu'elle signifie, toute la confusion naît dans cet espace invisible entre l'événement et notre lecture personnelle de cet événement. Souvent, ce qui provoque la colère n'est pas un geste grave, mais l'idée que quelque chose aurait dû se passer autrement. L'esprit fabrique une sorte de scénario idéal, et dès que la réalité s'en éloigne, l'irritation apparaît. Le moindre retard, une réponse sèche, un silence inattendu, et voilà que notre système émotionnel s'échauffe, persuadé qu'une règle intérieure vient d'être violée. Ce mécanisme est si rapide que beaucoup ne remarquent même pas le moment précis où la réaction commence. Pourtant, il existe une seconde minuscule, presque imperceptible, où l'on sent quelque chose monter dans la poitrine, comme une vague qui s'élève avant de se transformer en tempête. Si on arrive à reconnaître ce point de départ, on ouvre une porte vers une liberté nouvelle. Une simple respiration plus longue, un léger ralentissement du mouvement, la conscience de ce qui se passe réellement suffisent parfois à empêcher l'escalade. Ce n'est pas un effort héroïque, juste un retour discret à soi. Dans cet intervalle, il devient possible de choisir plutôt que de réagir automatiquement. Beaucoup pensent que exprimer sa colère sans filtre libère la tension, mais en réalité, cela renforce le schéma qui pousse à exploser. Plus on cède à cette impulsion, plus le cerveau retient que c'est le chemin le plus efficace, la colère alimente la colère. À l'inverse, lorsque l'on apprend à observer l'émotion sans s'y jeter, elle perd de sa puissance. Ce n'est pas une négation de ce que l'on ressent, mais une autre manière d'habiter la sensation. On ne cherche pas à la faire disparaître, mais à comprendre ce qu'elle révèle. Derrière l'irritation existe souvent une inquiétude plus ancienne, un besoin de reconnaissance, une blessure qui n'a pas trouvé de réponse. Et lorsque l'on voit cette racine, la réaction cesse d'être obligatoire. Ce chemin demande de la pratique, mais il transforme la relation que l'on entretient avec soi-même et avec les autres. Au lieu de se battre contre chaque parole ou chaque maladresse, on découvre que la sérénité ne dépend pas du comportement extérieur, mais de la manière dont on accueille ce qui arrive. Apprendre à ne pas se vexer, c'est pas se résigner ni tout accepter, c'est développer une lucidité qui permet de ne plus se laisser entraîner par la première impulsion et dans cette lucidité, une force tranquille commence à émerger. Quand on commence à regarder de plus près ce qui déclenche nos réactions, on réalise que ce ne sont pas les autres qui appuient sur nos nerfs sensibles, mais les attentes silencieuses que l'on porte sans s'en rendre compte. On voudrait que chacun se comporte selon un code invisible, cohérent avec notre manière de voir le monde. Dès que quelqu'un s'en écarte, l'esprit interprète cela comme une offense personnelle. Pourtant, la plupart du temps, l'autre ne cherche ni à blesser ni à provoquer, il vit simplement à partir de son propre rythme, de ses propres préoccupations, de ses propres limites. Cette déconnexion entre deux intérieurs crée des frictions que l'on confond avec des agressions, alors qu'il n'y a souvent qu'un malentendu entre deux réalités différentes.
La colère que l'on ressent agit alors comme un projecteur tourné vers nos zones fragiles. Elle ne surgit pas au hasard, elle apparaît toujours là où quelque chose en nous demande attention. Parfois c'est la peur de perdre le contrôle, parfois la sensation de ne pas être considéré, parfois une ancienne blessure réactivée par un détail insignifiant. Reconnaître cela ne signifie pas se juger, mais comprendre que la réaction émotionnelle n'est pas une fatalité, elle est une information. Au lieu de se laisser emporter, on peut la regarder comme un message sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Le cerveau, de son côté, joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. Sa partie la plus ancienne réagit à une vitesse fulgurante dès qu'elle perçoit un risque, même imaginaire. La zone chargée d'alerter agit presque comme un système automatique. Elle n'évalue pas la nuance, elle déclenche l'alarme. Et lorsque cette alarme s'active, la partie rationnelle perd momentanément de sa précision. C'est pour cela que discuter au moment même où la tension est maximale mène souvent à plus d'incompréhension qu'à une solution. La pensée se brouille, la voix se charge d'émotions brutes et les mots dépassent ce que l'on voulait réellement dire. Apprendre à ne pas se vexer demande donc d'apprivoiser cette différence de vitesse entre le corps et l'esprit. Le corps réagit en premier, mais l'esprit peut rattraper et ajuster. Cette transition demande un certain entraînement. Il peut s'agir de prendre quelques secondes pour respirer différemment, de relâcher les épaules, de bouger légèrement les mains. De petites actions physiques suffisent parfois à interrompre le circuit de la colère. À partir de ce moment-là, l'esprit retrouve de l'espace et peut choisir une réponse plus alignée avec ce que l'on veut réellement préserver. Ce qui surprend beaucoup de personnes lorsqu'elles commencent cette pratique, c'est qu'elles croyaient que la paix intérieure dépendait des circonstances extérieures. Mais plus elles observent leurs réactions, plus elles découvrent que la véritable stabilité vient d'un autre endroit, elle vient de la capacité à ne plus réagir comme si tout était une attaque. Elle vient d'une forme d'ancrage intérieur qui se construit peu à peu. Chaque fois qu'on réussit à ne pas se laisser emporter, une nouvelle trace se crée dans le cerveau. Avec le temps, ces traces deviennent les chemins les plus faciles à emprunter. Au fond, ne pas se fâcher n'est pas une question de froideur ni d'indifférence, c'est une manière plus adulte de traverser le monde. C'est accepter que les autres ne suivront jamais parfaitement nos attentes et que cela n'est pas un danger, c'est sentir que l'on peut rester soi-même même lorsque le climat relationnel devient inconfortable. Cette manière d'être ne supprime pas les émotions, mais elle les rend plus transparentes, plus compréhensibles, et lorsque cette clarté s'installe, la vie relationnelle change profondément. L'irritation laisse place à la compréhension et la réactivité laisse place à un calme qui ne dépend plus des turbulences extérieures. Au fil du temps, on découvre que la plupart des tensions que l'on ressent ne viennent pas réellement des situations, mais du récit intérieur que l'on crée autour d'elles. Un commentaire maladroit devient une attaque, un oubli devient un manque de respect, une tonalité différente devient un jugement. Ce glissement est presque imperceptible, mais il façonne entièrement notre réaction. Lorsqu'on change la manière d'interpréter ces petites scènes du quotidien, l'expérience émotionnelle se transforme elle aussi. Il ne s'agit pas de minimiser ce qui nous touche, mais de comprendre que la lecture que l'on fait du monde n'est jamais neutre. Elle dépend de notre histoire, de nos peurs, de nos besoins, de nos zones encore sensibles, et cette prise de conscience ouvre un espace nouveau. On réalise qu'on peut ajuster cette interprétation au lieu de la subir. Plus on s'entraîne à observer ce mécanisme, plus on remarque que l'esprit gagne en souplesse. Au lieu de réagir immédiatement, on peut se demander ce que la situation révèle vraiment. Est-ce que l'autre a voulu blesser ou est-ce que j'interprète à partir d'une inquiétude ancienne ? Est-ce que cette parole est réellement dirigée contre moi ou est-ce que je me sens touché parce que je suis fatigué, tendu, vulnérable aujourd'hui ?
Ces questions ne servent pas à excuser les comportements inappropriés, mais à éviter que l'on se batte contre des fantômes créés par notre propre esprit. C'est ici que la notion de présence joue un rôle essentiel. Quand on est pleinement attentif à ce qui se passe dans l'instant, on remarque beaucoup plus rapidement les signaux internes. On sent la montée de chaleur dans le ventre, la gorge qui se resserre légèrement, les mains qui deviennent plus agitées. Ces signes sont des avertissements précieux. Au lieu de les ignorer, on peut les écouter, et en les écoutant, on se donne la possibilité d'interrompre la réaction avant qu'elle ne prenne toute la place. Cette présence n'est pas un état mystique, mais une habitude quotidienne. Revenir à soi, même quelques secondes, suffit pour changer la suite des événements. On découvre alors que la relation à la colère n'a rien à voir avec l'idée de réprimer ce que l'on ressent. Il s'agit plutôt d'apprendre à transformer la réaction brute en compréhension plus fine. La colère n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour attirer notre attention sur un besoin non exprimé. Peut être que l'on attendait une reconnaissance, un soutien, une écoute, peut être que l'on voulait sentir que l'on comptait. Lorsqu'on commence à identifier ces besoins sous-jacents, la colère cesse d'être une explosion et devient un langage. Elle dit quelque chose, mais sans exiger que l'on réagisse immédiatement. Et c'est dans ce passage de la réactivité à la lucidité que naît une forme de maturité émotionnelle. Cette maturité ne consiste pas à rester impassible quoi qu'il arrive, mais à ne plus laisser chaque événement décider à notre place. On arrête de confondre impulsion et vérité, irritation et danger, contrariété et injustice. On goûte à une manière plus calme d'être présent, sans se sentir obligé de répondre à chaque stimulation. Cela ne rend pas la vie plus simple, mais cela rend l'intérieur plus stable. Et cette stabilité permet de traverser les relations humaines sans s'y perdre, sans se contracter à la moindre différence. Ce qui est fascinant, c'est que plus cette pratique s'ancre, plus elle influence doucement les autres. Le calme n'a pas besoin d'être affiché pour être perçu. Et il crée une atmosphère dans laquelle les échanges deviennent plus doux, plus honnêtes. Même les conversations difficiles perdent de leur poids lorsque l'un des interlocuteurs reste centré et clair. Cette présence tranquille devient alors une forme de guidance silencieuse. On n'essaie pas de changer l'autre, on n'exige pas qu'il se comporte d'une certaine manière, on incarne simplement une façon différente d'être. Et cette manière, parfois, suffit à apaiser ce qui aurait pu devenir un conflit ouvert. Au cours de ce cheminement, on découvre que la paix intérieure ne vient jamais de l'idée de contrôler tout ce qui nous entoure. Bien au contraire, elle naît lorsque l'on accepte que le monde n'obéira jamais entièrement à nos attentes. Cette acceptation n'est pas une forme de résignation, mais une lucidité simple. Les autres ont leurs propres histoires, leurs propres priorités, leurs propres limites. Vouloir que tout s'aligne parfaitement avec nos désirs crée une tension permanente. C'est cette tension et non les événements eux-mêmes qui nourrit l'irritation. Dès qu'on relâche cette exigence intérieure, un espace plus large s'ouvre, un espace où l'on peut respirer, observer et choisir sans être dominé par chaque détail. C'est dans cet espace que la notion de liberté intérieure prend tout son sens. Être libre, c'est pas éviter les situations inconfortables, mais apprendre à ne pas devenir prisonnier de sa propre réaction. Lorsque la colère apparaît, elle peut attirer notre attention sans prendre le contrôle. Cette distinction change totalement la dynamique. On cesse d'être emporté par l'émotion comme une barque par le courant, on devient plutôt le navigateur qui, même au milieu des vagues, peut ajuster sa direction. C'est pas la force brute qui crée cette maîtrise, mais la clarté. Une clarté qui se cultive chaque fois que l'on prend une seconde de recul avant de répondre. L'un des aspects les plus transformants de ce processus, c'est de comprendre que la vie ne se définit pas par les circonstances, mais par la manière dont on y répond. Deux personnes peuvent vivre la même situation et ressentir des choses totalement différentes selon la lecture qu'elles en font.
Cela ne signifie pas que l'une est plus forte que l'autre, mais que l'une a appris à ne plus confondre ses émotions avec des certitudes. Cette distinction protège de nombreuses souffrances inutiles. Elle permet de prendre la parole sans agressivité, d'écouter sans se sentir menacé, de poser des limites sans avoir besoin de hausser le ton. C'est une façon plus adulte et plus stable de se tenir dans le monde. Au fond, cesser de se vexer n'est pas une technique relationnelle, mais un chemin intérieur. Ce qui nous touche le plus profondément n'est jamais ce que l'autre dit, mais ce que cela réveille en nous. Certaines paroles trouvent un écho dans des zones anciennes, parfois oubliées, parfois non guéries. Ces zones réagissent vite, comme si elles voulaient se défendre avant même de comprendre ce qui se passe. En prenant conscience de cela, on ne devient pas insensible, on devient plus juste. On peut reconnaître que l'émotion est réelle sans conclure que l'autre est l'ennemi. Cette nuance évite d'innombrables conflits et permet de préserver ce qui compte vraiment dans les relations. Il arrive aussi que la colère exprimée par l'autre devienne une invitation à regarder nos propres limites. Lorsque quelqu'un perd patience, cela ne signifie pas nécessairement qu'il cherche la confrontation. Cela peut révéler sa fatigue, son stress, son manque de ressources à cet instant précis. Comprendre cela ne justifie pas les débordements, mais empêche de réagir dans la même intensité, et répondre feu par feu ne fait que multiplier les braises. Répondre avec stabilité, en revanche, introduit une forme de clarté qui aide l'autre à redescendre lui aussi. Cette manière de se positionner n'est pas une posture de supériorité, mais un service silencieux rendu à la relation. À mesure que l'on avance sur ce chemin, on s'aperçoit que la non-réactivité n'est pas un retrait du monde. C'est une manière différente de s'y engager. C'est choisir de préserver sa lucidité pour pouvoir répondre avec précision plutôt qu'avec impulsivité. C'est accepter que certaines situations méritent une réponse immédiate, mais que d'autres se résolvent d'elles-mêmes si l'on refuse d'alimenter l'escalade. Cette distinction n'est pas automatique, elle s'acquiert lentement à force d'observation, de patience et d'essais répétés, mais lorsque cette compétence devient naturelle, on ressent une solidité nouvelle, une sorte d'équilibre intérieur qui ne dépend plus des variations extérieures. Peu à peu, on comprend que l'irritation n'est pas un phénomène isolé, mais le résultat d'un enchaînement interne. Une tension physique apparaît, puis une pensée surgit, puis une interprétation se forme, et enfin l'émotion prend la place principale. Si l'on n'observe pas ce processus, il paraît instantané, comme un éclair, impossible à éviter. Mais lorsqu'on commence à le regarder en détail, on voit qu'il y a plusieurs étapes, chacune offrant la possibilité d'intervenir. Cette découverte change tout, parce qu'elle redonne du pouvoir là où auparavant il n'y avait qu'une impression d'automatisme. On ne supprime pas l'émotion, on apprend à l'accompagner avant qu'elle ne déborde. L'une des choses les plus libératrices est de réaliser que l'irritation ne dit pas forcément quelque chose du monde extérieur. Elle dit surtout quelque chose de l'état dans lequel on se trouve. Une personne reposée, claire et centrée supportera sans difficulté ce qui, un autre jour, aurait été vécu comme une attaque sérieuse. Ce contraste montre que le problème n'est pas uniquement la situation, mais le terrain intérieur sur lequel elle vient se déposer. Cette prise de conscience invite à prendre soin de soi, non par égoïsme, mais par responsabilité. Plus l'esprit est épuisé, plus la colère se déclenche facilement. Plus il est stable, plus les secousses extérieures trouvent un sol capable d'absorber l'impact. C'est pour cette raison que certaines pratiques simples deviennent précieuses dans la vie quotidienne. Ralentir le rythme, dormir suffisamment, marcher quelques minutes pour faire retomber la pression, structurer son espace pour réduire la surcharge mentale, ce sont des gestes banals en apparence, mais ils influencent profondément notre seuil de réactivité. L'apaisement ne vient pas seulement d'un travail mental, il vient aussi d'un corps moins tendu, d'un système nerveux moins saturé. Lorsque le corps respire mieux, l'esprit devient naturellement plus clair. Et dans cette clarté, la colère n'a plus les mêmes prises. Une autre dimension importante réside dans le fait de reconnaître les situations qui pour chacun représentent des zones sensibles.
Certains se crispent face à l'injustice, d'autres face à l'irrespect, d'autres face à la critique. Identifier ces points précis n'est pas un signe de faiblesse, mais une façon de mieux comprendre ce qui nous rend vulnérables. En sachant cela, on peut anticiper les réactions, ajuster sa posture ou même s'accorder quelques secondes supplémentaires avant de répondre. La colère ne surprend plus de la même manière et cette anticipation réduit considérablement son intensité. Ce qui étonne souvent, c'est que la véritable force n'est jamais dans la réaction immédiate. Elle se trouve dans la capacité à garder une présence stable, même lorsque l'environnement devient instable. Cette stabilité n'est pas dureté, mais maturité. Elle permet de distinguer ce qui mérite vraiment notre énergie de ce qui ne mérite qu'un simple silence. Elle donne la possibilité de dire non sans violence, d'affirmer une limite sans ressentiment, de prendre du recul sans se fermer. Cette nuance transforme la qualité de nos relations car elle évite les malentendus amplifiés par l'impulsivité. Au final, ne plus se fâcher ni se vexer si facilement ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir plus lucide. C'est apprendre à voir ce qui se passe réellement plutôt que de réagir au premier mouvement de l'esprit. C'est reconnaître que l'autre n'est pas toujours l'origine du problème et que nos réactions parlent autant de nous que de la situation. Cette lucidité ouvre la voie à une forme de liberté qui ne dépend plus de la perfection des autres, mais de la solidité que l'on construit à l'intérieur de soi. Au fur et à mesure que l'on avance dans cette compréhension, on réalise que la manière dont on répond au monde devient un véritable entraînement intérieur. Chaque situation un peu tendue offre une occasion de tester cette nouvelle posture. Au début, cela demande un effort conscient. Repérer la montée de tension, ralentir, choisir de ne pas se laisser happer. Puis, à force de répétition, cette démarche devient plus naturelle. Ce qui paraissait difficile devient progressivement une seconde nature. C'est ainsi que le cerveau se modifie, non pas par magie, mais par la répétition d'un geste mental précis. On trace de nouveaux chemins dans son propre fonctionnement et ces chemins, avec le temps, deviennent plus larges et plus accessibles. La science moderne confirme ce que de nombreuses traditions intérieures enseignent depuis longtemps. Le cerveau s'adapte à ce qu'on lui fait pratiquer. Si l'on entretient la rumination, la réactivité, la susceptibilité, celles-ci deviennent des automatismes. Si l'on encourage la présence, la conscience et la respiration, cela devient progressivement la réponse spontanée. Cette plasticité est une chance immense parce qu'elle montre que rien n'est figé. Même quelqu'un qui s'est longtemps perçu comme impulsif peut apprendre à devenir plus stable. Il suffit de persévérer, un petit pas après l'autre, sans chercher la perfection mais en cultivant la constance. Cet entraînement offre aussi une autre découverte. La colère n'a pas besoin d'être combattue pour perdre de sa force. Au contraire, plus on tente de la repousser, plus elle s'accroche. Mais lorsqu'on l'observe sans s'y identifier, elle se transforme. Elle devient une information, une sorte de signal intérieur. Peut être que quelque chose en nous se sent en insécurité, peut être qu'un besoin n'a pas été exprimé, peut être que l'on se sent déstabilisé par un changement inattendu. Voir cela avec honnêteté permet de rétablir un certain équilibre. On ne nie pas l'émotion, on la replace dans un contexte plus large et ce contexte change profondément la dynamique relationnelle. Au lieu de pointer du doigt le comportement de l'autre, on peut exprimer plus clairement ce que l'on vit. On passe de l'accusation à la communication, de la tension à la précision. Cette précision désamorce de nombreuses situations au lieu d'un reproche impulsif. On peut dire calmement ce que l'on ressent sans agressivité et sans chercher à blesser. Cette transparence désactive souvent l'escalade car elle invite l'autre à comprendre plutôt qu'à se défendre. Il devient alors plus facile d'entretenir des échanges qui ne détruisent pas les liens mais les ajustent.
au-delà des relations, cette transformation a un impact sur la manière dont on traverse les journées. Les petites contrariétés ne s'accumulent plus en une montagne invisible qui finit par exploser. On les traite au fur et à mesure dans un mouvement doux et continu. Cela évite d'arriver en fin de journée avec une fatigue émotionnelle disproportionnée. La vie devient plus légère, non pas parce qu'elle devient plus simple, mais parce que l'on cesse de résister à chaque détail. Cette diminution de résistance crée un espace mental précieux, un espace où la créativité, l'écoute et la clarté peuvent s'installer. Cette clarté permet aussi de reconnaître que certaines situations ne méritent tout simplement pas qu'on leur consacre autant d'énergie. Il y a des paroles qui perdent toute leur force lorsqu'on ne leur répond pas. Il y a des gestes qui n'ont pas besoin d'être interprétés comme des agressions. Il y a des comportements qui disent plus de l'état de l'autre que de notre valeur personnelle. Cette dédramatisation ne signifie pas que l'on accepte tout sans discernement, mais qu'on refuse de gaspiller sa paix intérieure pour quelque chose qui n'ajoute rien à la vie. C'est une forme de sobriété émotionnelle, rare mais profondément libératrice. À mesure que l'on avance dans cette direction, une évidence apparaît, la sérénité n'est pas un état figé, mais un choix répété. Un choix qui se fait parfois plusieurs fois dans une même journée, un choix qui demande de revenir à soi encore et encore sans se juger pour les moments où l'on n'y parvient pas. Ce rythme d'aller-retour crée progressivement un ancrage solide, une base intérieure qui ne vacille pas au moindre inconfort. Et c'est depuis cette base que l'on peut enfin vivre les relations humaines sans craindre de perdre son centre.